Nous allons maintenant présenter la partie base de données SQL Server. Donc, pour rappel, quel est le rôle de la base de données dans un SGBDR? Ça permet de stocker en principe les objets logiques, je dis bien les objets logiques et non pas physiques. Donc, on peut distinguer, on peut regrouper trois catégories d'objets. Vous avez les données, dans lesquelles vous allez retrouver les objets de type table, de type index. Donc, on verra qu'est-ce qu'un index, très très important. Les différents types de données, chaque champ bien entendu est typé, donc on verra les différents types qu'on peut implémenter sous SQL Server 2012. Vous avez aussi la notion de contrainte d'intégrité, ce sont des objets logiques que vous allez retrouver dans une base de données. Vous avez la notion de valeur par défaut, donc il est possible de mettre en place ce qu'on appelle des contraintes qui permettent d'implémenter des valeurs par défaut. On peut aussi implémenter des règles de traitement, grosso modo une règle de traitement, je dis qu'est-ce que je fais dans tel ou tel cas de figure. Donc le deuxième élément, ce sont les objets qui permettent d'accéder aux données, tels que les vues, les procédures, les fonctions. Donc on verra la notion de vue, mais on ira un peu plus loin, donc on parlera de la notion de vue matérialisée, très important. Donc on verra quand même qu'il y a une différence très très importante entre une vue classique et une vue matérialisée. Vous avez la notion de procédure, qui sont des objets qui permettent d'effectuer des traitements sur les objets et les enregistrements, ainsi que les fonctions qui permettent de retourner un résultat en fonction des arguments passés à cette même fonction. Donc vous allez retrouver aussi les objets qui permettent de gérer l'intégrité complexe, par exemple tels que les déclencheurs. Donc on verra ce qu'est un déclencheur. Donc un déclencheur, c'est un composant, c'est un objet qui va se déclencher suite à la survenue d'un événement tel que insert, update, delete. Donc je vous présenterai d'une manière détaillée la notion de déclencheur. Si on a un peu de temps, on essaiera d'en implémenter un d'une manière concrète. Alors l'architecture d'une base de données, donc regardez ici, c'est bien schématisé. Qu'est-ce qu'une base de données sous SQL Server? Donc une base de données, bien entendu, c'est ni plus ni moins qu'un certain nombre de fichiers physiques. Alors ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'une base de données se trouve dans une instance. Donc une base de données appartient obligatoirement à une instance, donc elle dépend obligatoirement et d'une manière durant toute sa vie, elle dépendra toujours de cette même instance. On verra qu'il est possible bien entendu de transférer ces mêmes bases en faisant des sauvegardes restauration ou via les outils tels que SSIS. Donc une base de données, physiquement, elle est composée de quoi? De fichiers de données, donc des fichiers qui portent l'extension MDF et des fichiers qui portent l'extension NDF. Donc on verra en détail la notion de MDF et de NDF. Donc MDF pour Master Data File et NDF c'est pour les fichiers de données secondaires. Donc dans ces mêmes fichiers de données, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver les objets, les tables, les index, les contraintes, les types de données, les règles, les valeurs par défaut. On va retrouver aussi les triggers. On va retrouver les procédures stockées ainsi que les vues. Donc tout ce qui est objet qui permet de stocker des informations va être stocké physiquement dans des fichiers de type MDF ou NDF. Alors ces fichiers, attention, c'est vraiment des fichiers physiques au niveau du système d'exploitation. Vous avez aussi la notion de fichier journal. Donc chaque base de données aura ses fichiers de données dans lesquels seront stockés les objets de type table, etc. Mais aura aussi, au minimum, un fichier journal. Alors qu'est-ce qu'un fichier journal? C'est ni plus ni moins un fichier dans lequel l'ensemble des transactions qui modifient les données vont être écrites. On verra pourquoi. Ça permet en fait de mettre en place, je dirais un petit peu la norme ACID. ACID, donc j'y reviendrai plus tard. Donc ici, fichier de données et fichier journal. Donc fichier journal, pour le moment, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque base de données aura son propre fichier journal. Grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les transactions qui modifient les données, je dis bien qui modifient les données telles que insert, update ou delete, seront écrites dans ce fichier journal. Alors allons un petit peu plus en détail au niveau des fichiers de données. Donc chaque fichier de données va se structurer sous format de pages de 8K. On y reviendra en détail, mais voilà, c'est pour vous donner une vision globale sur l'architecture de la base de données. Donc chaque base de données va avoir un certain nombre d'étendues, ce qu'on appelle des extensions, qui vont contenir des pages de 8K d'une manière contiguë. Donc regardez, chaque fichier MDF ou NDF sera structuré sous format
format de page de 8K, donc très important. Donc, mais vous inquiétez pas, on y reviendra en détail, on ira voir ce que ça donne au niveau d'SQL Server. Donc regardez, on peut ici au niveau d'SQL Server, au niveau de Management Studio, regardez au niveau de la base GESCOM que nous avons créée dans le sous-module précédent, allez voir effectivement si on retrouve les différents fichiers. Hein. Donc regardez, on retrouve notre base de données GESCOM, elle contient un fichier qui s'appelle gescom.mdf et un fichier de log qui porte l'extension .ldf. Donc vous avez vu qu'une base qui va être créée dans SQL Server 2012 par défaut contiendra au minimum un fichier MDF et un fichier journal. Donc voilà un petit peu la structure d'une base de données. Et on verra qu'on pourra rajouter ensuite autant de fichiers journaux ou de fichiers data que l'on souhaite en fonction des besoins bien entendu de notre applicatif. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque instance SQL Server 2012 va avoir ce qu'on appelle des bases de données système. Hein. Donc, dès que j'installe une instance, il existera un certain nombre de bases de données que je vais présenter ici dans cette partie-là, qu'il faudra surtout pas supprimer. Il faudra aussi connaître, je dirais, l'utilité de chaque base. Attention, parce que ces bases de données-là aussi, il faut les mettre en place dans vos stratégies de sauvegarde. Donc voilà, il faudra adapter vos stratégies en fonction de l'utilisation qui est faite de chaque base de données. Donc la base master, hein, c'est une base maître. C'est là-dedans que vous allez retrouver votre dictionnaire de données. C'est là-dedans que vont se retrouver l'ensemble des objets que vous allez créer. Donc à chaque fois que vous allez créer une table, eh bien cette table sera référencée dans des tables de la base master. Vous avez aussi la base MSDB. La base MSDB, c'est quoi? C'est une base qui va stocker l'ensemble des tâches planifiées que vous allez mettre en place. Donc par exemple, SQL Agent va lire dans cette base pour savoir quelles sont les tâches automatisées à lancer. Donc à partir du moment où vous mettez en place des travaux automatisés dans SQL Server 2012, eh bien il faudra penser à sauvegarder cette base de données là. Vous avez aussi la base modèle. Alors la base modèle, c'est une base en général qui va permettre de définir le modèle de création de base de données. Donc chaque base de données nouvellement créée va s'appuyer sur la structure de cette base pour pouvoir être créée. Grosso modo, c'est ni plus ni moins qu'une copie de la base modèle. Donc si je veux industrialiser la création de mes bases de données, il suffira que je modifie la base modèle et l'ensemble des nouvelles bases se verront impactées par les modifications apportées sur cette base de données. Vous avez aussi la base de données TempDB qui, elle, va servir pour toutes les opérations de type temporaire. Donc quand je vais créer des tables temporaires ou autres, elles seront stockées dans cette base de données là. Sachant que cette base de données là n'est pas persistante. Grosso modo, elle est supprimée et créée à chaque fois que vous redémarrez votre instance. Vous avez aussi une base de données ressources, hein, on la verra en détail. Celle-ci, elle permet de stocker les évolutions apportées entre les différentes versions du SQL Server 2012 pour faciliter les migrations. Donc ça, c'était pour les bases de données système. Alors ça c'est pour le fonctionnement du SGBDR lui-même, mais vous aurez besoin bien entendu de créer vos bases de données applicatives. Donc regardez ici, vous pouvez créer ensuite autant de bases de données que vous voulez. Donc vous avez vu que tout à l'heure nous avons créé la base de données GESCOM, vous pourrez créer une base de données FACT et vous pourrez créer autant de bases que vous voulez. Et chaque base de données, hein, bien entendu, aura au minimum un fichier data et un fichier journal. Donc regardez, une instance va se composer de quoi? Bien entendu, des bases de données système, impératifs et obligatoires, et des bases de données applicatives qui sont optionnelles. Hein. Donc si vous avez besoin d'une base de données pour une application donnée, il va falloir créer vous-même cette base de données là, ensuite injecter vos scripts, et ensuite lancer vos requêtes sur cette même base de données là. Alors dans SQL Server, hein, donc vous avez vu, nous avons la base de données master. Ces bases de données master vont contenir un certain nombre de tables système. Alors ces tables système vont servir à quoi?
elles sont utilisées directement par le moteur SQL Server. Alors en principe, vous n'accéderez pas directement aux tables. Alors si vous êtes administrateur, bien entendu, il sera possible de le faire. Mais je vous déconseille de le faire. On verra qu'il faudra, je dirais, accéder au travers de vues, non pas accéder différentes à partir, je dirais, de vues, mais non pas directement en mode modification sur ces tables. On verra que c'est le moteur SQL Server lui-même. À chaque fois que vous faites par exemple un créa de table, eh bien le nom de la table avec les champs que vous avez créés vont être référencés dans les tables système. Donc ici je vous présente quelques tables système, sachant qu'on les verra quasiment toutes dans les prochains modules. Donc regardez quelques tables système, comment elles se présentent. Vous avez par exemple la table 6.server underscore principal qui permet de lister les connexions définies sur le serveur. Vous avez la table 6 messages qui permet par exemple de référencer tous les messages avec les différentes langues prises en charge. Vous avez par exemple la table 6 database qui va contenir une ligne pour chaque base de données créée sur notre système. Donc on peut directement aller voir, on va aller voir ici au niveau d'SQL Server 2012. Donc si je me repositionne dans la base de données master, voilà, si je fais un select étoile from 6.6 database, qui est une table système du dictionnaire de données. Donc regardez, je retrouve ici la liste de toutes mes bases de données. Donc regardez master, TempDB, modèle, MSDB. On voit pas la base ressources, c'est un petit peu normal. C'est une base qui est accessible uniquement en lecture seule et qui n'est pas visible via l'outil Management Studio. Donc regardez, on retrouve notre base de données GESCOM avec le statut, etc. Donc on verra en détail voilà l'utilisation de Management Studio et la création des différentes bases de données. Alors vous avez aussi des procédures stockées, en plus de pouvoir consulter les tables système, vous allez pouvoir utiliser un certain nombre de procédures stockées qui vont vous permettre de récupérer un certain nombre d'informations. Donc les procédures stockées, alors il en existe pas mal sous SQL Server qui permettent d'interroger les tables système. Donc c'est ce que je vous disais, on n'accède pas directement aux tables système, mais on va passer soit via des vues, soit via des procédures stockées. Elles permettent de connaître l'état du serveur, de la base de données. Elles permettent d'effectuer des opérations de configuration, donc on verra en détail comment configurer un paramètre SQL Server 2012 via une procédure stockée. Alors toutes les procédures stockées commencent en principe par sp underscore quelque chose. Alors regardez ici, vous avez quelques procédures stockées, donc ne vous inquiétez pas, on les verra toutes. Le sp help nom d'objet qui permet globalement d'afficher des informations sur l'objet indiqué. Donc on va pouvoir le tester au moment de l'installation. Donc vous avez ici aussi le sp.ou qui permet de lister les utilisateurs actuellement connectés. Vous avez le sp.login qui permet en fait d'afficher les informations sur les connexions indiquées. Alors le catalogue, qu'est-ce que le catalogue ? Le catalogue contient des vues système, mais il contient aussi des tables. Alors les vues système vont vous permettre de manipuler, de savoir ce qui se passe sur votre système. Alors toutes ces vues sont présentées dans le schéma 6. Vous vous souvenez, on avait fait une requête select précédemment sur la table 6 database qui permettait d'afficher la liste des bases de données. Donc en général, ces vues sont regroupées par thème. Elles vous permettent d'afficher la liste des objets, la liste, les types, ainsi que les index. Elles permettent aussi d'afficher les serveurs liés, etc. Toutes les informations nécessaires. Mais on verra en détail. Je pense que pour le moment, tout ce qu'il faut retenir, c'est que SQL Server 2012 contient obligatoirement un catalogue, ce qu'on appelle un dictionnaire de données, dans lequel vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des éléments de configuration et des données que vous avez sous votre environnement. Alors vous avez aussi des fonctions système. Qu'est-ce que les fonctions système? Elles sont utilisables en principe avec des commandes Transact SQL. Donc vous avez un certain nombre de fonctions qui vous permettent en fait de récupérer un certain nombre d'informations. Alors ces fonctions s'utilisent normalement avec une requête select. Donc je vous en montre un petit exemple. Donc regardez ici, si j'utilise la fonction dbid qui permet de retrouver l'id
d'une base de données. Donc regardez, je suis bien sur la base de données 1, hein, qui est la base master. Je peux aussi récupérer par exemple le nom de la base de données sur laquelle je me trouve. Hein. Voilà, donc regardez, j'ai récupéré le nom avec la fonction dbname, et toutes les fonctions sous SQL Server seront, vous pourrez les appeler directement via le select. Hein. Donc voilà pour la partie fonction, hein. Donc on verra quelles sont les fonctions les plus importantes qu'il faut connaître. Vous avez aussi la notion de schéma d'information. Qu'est-ce qu'un schéma d'information? C'est ni plus ni moins qu'un ensemble de vues, hein, qui vont vous permettre d'accéder à un certain nombre, je dirais, d'informations pour pouvoir exploiter votre serveur. Alors normalement, attention, hein, les schémas d'information ne fait pas directement référence au table system, mais plus aux vues. Pourquoi? Parce que c'est uniquement pour une question d'évolution. Le fait de ne pas faire appel directement au table system, eh bien, même si j'ai des modifications au niveau du nom des tables dans les différentes versions, eh bien, ces vues-là ne seront pas impactées par ces évolutions. Voilà donc pour la partie présentation SQL Server 2012. L'objectif de ce module était juste de vous présenter d'une manière globale l'ensemble des composants, des outils et ainsi que la notion d'instance, la notion de base de données, sachant que chaque partie que nous avons abordée sera vue d'une manière détaillée. Je vous remercie pour votre attention pour ce module et vous dis à très bientôt sur le prochain module qui est l'installation de SQL Server 2012. Merci et à bientôt.